Bonjour et bienvenue sur l'Interface, votre nouveau média en ligne et l'émission Grand Angle consacrée à l'analyse des grands enjeux de l'actualité nationale, internationale et religieuse. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux et 3 semaines après le lancement des programmes, nous sommes heureux de vous savoir aussi nombreux et nombreuses à nous suivre sur Instagram, sur TikTok et donc sur YouTube. Sur ce réseau d'ailleurs, en plus de vous abonner, n'hésitez pas à cliquer et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines émissions et les nouveaux formats que nous avons hâte de vous présenter dans les prochaines semaines. Au programme de l'émission du jour, quelques jours après la fin de la période d'inscription sur la plateforme Mon Master, nous discuterons sur la place qu'occupe le diplôme dans notre société et notamment à l'ère de la révolution de l'intelligence artificielle. Nous reviendrons sur la semaine de la francophonie, ça sera l'occasion d'évoquer les évolutions de la langue française, son adaptation aux changements culturels et les débats actuels autour de son usage. Et puis, nous parlerons enfin de la première grande tournée internationale du pape en essayant de comprendre les différentes étapes et les enjeux de celui-ci. Au-delà de l'aspect religieux, on pourra analyser ensemble la portée diplomatique et symbolique de ce type de déplacement. Pour discuter de tous ces sujets, je suis accompagné comme d'habitude de nos chers chroniqueurs que je veux saluer chaleureusement. Yann, bonjour. Bonjour Samuel, ça va très bien et vous? Pareillement, merci beaucoup. Et Philippe, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Samuel, ça va très bien et vous? Très bien, merci beaucoup. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Et ce premier point, c'est la plateforme Mon Master, vous savez, qui régit la possibilité de s'inscrire à des formations universitaires après la licence. On est sur la fin de la période d'inscription et ça peut être l'occasion pour nous de se poser la question de quelle place occupe aujourd'hui le diplôme dans notre société. On a de plus en plus de personnes qui sont diplômées en master. Le secteur de l'emploi reste bouché dans certaines filières, très ouvert dans d'autres. Si je pose cette question de manière large pour commencer l'échange, Yann, pour vous, quel rôle occupe la place du diplôme dans la société, la reconnaissance des compétences dans le milieu professionnel? En France, ça occupe une place très importante. Déjà, à l'époque où j'étais encore au lycée, on parlait déjà de massification scolaire, Ok. c'est-à-dire le fait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui accédaient aux études et aux études supérieures. Donc, le rôle de ce diplôme, du diplôme d'une manière générale en France, c'est quelque chose de très important encore aujourd'hui. Et vous dites en France, vous avez insisté à deux Oui. reprises, c'est une spécificité française, ce rapport à ce bout de papier qui certifie un certain nombre de choses. Spécificité française, j'irai pas jusque-là. Je pense qu'il y a certains pays, certaines régions, notamment Asie, Corée du Sud, c'est des régions où le diplôme aussi a une très grosse importance. Oui. Mais pour autant, c'est pas partout pareil. On connaît un petit peu le système de éducation anglo-saxon. Oui. En Allemagne, une réflexion différente qui est plus portée sur l'expérience des jeunes. Donc c'est différent. Mais en tout cas, en France, le diplôme a son importance. C'est vrai que cette analyse, elle doit s'étudier aussi selon le contexte dont on parle. On a beaucoup d'exemples de personnes qui ambitionnent de s'expatrier aussi outre-Atlantique, de tenter une expérience au Canada, de tenter une expérience aux États-Unis, où, a priori, en tout cas selon l'imaginaire collectif, les compétences seraient plus valorisées, la personnalité serait plus appréciée à sa juste valeur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe, de tout Bon, ça? alors, je vais reprendre les mots d'un directeur d'une des plus célèbres écoles de commerce, Vincenzo Vinzi, qui dit qu'autrefois le diplôme était perçu comme un passeport pour Mhm. entrer sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on le considère comme un visa temporaire. Oui. Donc, si on part de ce constat, ben, on peut se poser des questions sur le fait que est-ce que le diplôme est aujourd'hui gage d'une insertion professionnelle sûre. Mm. Il conserve une certaine importance aujourd'hui dans certaines filières techniques, scientifiques ou médicales, mais ce n'est pas le cas dans toutes les filières. Et ceci pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des filières qui ne sont plus totalement à jour, c'est-à-dire les formations diplômantes ne répondent plus vraiment aux besoins du marché dans Mhm. certaines filières, en l'occurrence dans le domaine de la communication, des arts Mhm. et autres. Et donc, les entreprises, les recruteurs vont se tourner de plus en plus vers des profils qui ont des parcours de formation non conventionnelle et puis qui ont de l'expérience, comme disait Yann tout à l'heure, un peu comme le modèle allemand, qui ont de l'expérience et également des réalisations. Une des raisons qui fait également que le diplôme n'est plus une voûte, une pierre de voûte, je dirais, c'est le fait que les entreprises recherchent aujourd'hui non seulement des gens, au-delà du diplôme, ils recherchent des gens qui ont
une certaine aptitude transversale ou des aptitudes transversales de façon générale. On va parler des soft skills en anglais, donc adaptabilité, agilité, leadership et autres. Et pourquoi ces entreprises recherchent ce genre de profil? Parce que ce genre de profil permet à une entreprise de pouvoir faire face à tout ce qui est fluctuation sur le marché de l'emploi et de pouvoir se réinventer, donc d'avoir une certaine forme de résilience. Après, je me permets, Oui. au niveau des soft skills, on en entend beaucoup parler. Dans les faits, en tout cas, de ce que je constate, c'est quelque chose qui arrive dans un second temps. J'ai l'impression aujourd'hui, de ce que je rencontre avec les jeunes avec qui je peux accompagner, c'est que d'abord, ce sont les diplômes qui permettent de mettre un pied dans l'entreprise et qu'après, effectivement, si on a les soft skills, c'est parfait pour l'entreprise. Mais de là à dire que des entreprises recherchent des soft skills avant Non, tout, non, ouais, c'était pas ça mon propos. En fait, ouais. au-delà des diplômes, il faut justement Ok, ces soft skills, ok, ok. justement pour accompagner. Et les recruteurs vont se tourner vers des gens qui ont certes des diplômes, mais en plus des diplômes, on recherche. Enfin, le diplôme n'est plus, seul le diplôme n'est plus, comment dire, le sésame incontournable pour décrocher un emploi. Voilà. En fait, ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'il y a, je pense, trois étapes dans ce dont on est en train de parler. Il y a le sujet déjà d'accéder à l'embauche, Mm. d'accéder à un entretien, avant même qu'on puisse pouvoir démontrer un certain nombre d'habilités Mm. et de traits de personnalité attractifs pour un employeur. Et puis ensuite, il y a l'enjeu d'être sélectionné parmi celles et ceux qui ont le diplôme. Tout à fait. Et après, il y a l'enjeu de pouvoir rester encore dans une expérience professionnelle avec les prérequis qui sont demandés. Mais Mm. si on parle déjà juste de la question de l'accès à l'emploi, Mm. aujourd'hui, on a un nombre de chômage qui, selon la manière dont on va prendre les chiffres, pourrait être en légère progression, mais qui reste aujourd'hui encore un sujet à débat dans notre société. Qu'est-ce que vous pensez du fait que pour pouvoir accéder à un emploi, on soit tenu de présenter un certain nombre d'exigences, ne serait-ce que pour pouvoir y entrer? Et, Bah, ouais, il y a plusieurs choses à dire. Moi, je vais parler de mon expérience. Oui. J'ai travaillé dans des cabinets de conseil. Impossible de rentrer dans un cabinet de conseil sans avoir un diplôme équivalent Bac+5. Oui. A priori, une fois qu'on est dans ce cabinet de conseil et qu'on travaille, effectivement, les tâches qui peuvent être réalisées, euh, on en discutait avec des collègues, honnêtement, un niveau Bac+3 Mhm. pourrait amplement faire 80% des missions qui sont confiées aux consultants des cabinets des Big Four. Et donc là où c'est une première réponse, mais là où moi je trouve que en France on est un petit peu trop justement arrêté sur cet aspect du diplôme, c'est que pour des tâches qui sont donc de plus en plus banalisées, Mhm. simplifiées, du fait que bah, voilà, tout le monde a accès à un niveau, je dirais, normal d'enseignement, on délègue ça à des niveaux Bac+5 qui pourraient très bien faire. Enfin, la tâche pourrait être réalisée par un niveau Bac+3. Et donc, on ferme des portes à des personnes qui sont tout à fait compétentes, peut-être même plus compétentes que des Mhm. personnes qui ont eu la chance de faire ce Bac+5. Et c'est dommageable, je trouve. Et pardon, ce que vous dites me parle beaucoup parce que pour avoir entamé une forme de reconversion professionnelle, c'est-à-dire aujourd'hui j'exerce dans un environnement professionnel différent de celui de mon diplôme, Mhm. j'ai pu, par la chance des mains tendues, acquérir une expérience, mais sans un diplôme, Ouais. dans le secteur en question. Et lorsque je suis dans une démarche, par exemple, de recherche d'emploi, je vois un certain nombre de diplômes qui sont demandés, licence, master ou autre, mais en réalité, la fiche de poste, c'est une fiche de poste que j'estime être en mesure de réaliser, comme beaucoup d'autres, à cause d'une expérience de C'est ça vie, le problème. mais une barrière à l'entrée. non, mais Donc c'est tout un sujet. tout à fait, c'est ce que je disais au début. En fait, il y a des parcours de formation qui ne Mhm. sont plus conventionnels, enfin qui sont non conventionnels aujourd'hui, qui permettent d'acquérir les compétences qu'il faut et une certaine forme d'expérience. Et les recruteurs, enfin dans certains domaines, pas dans tous les domaines bien sûr, hein, enfin dans certains domaines, Mhm. ceux que j'ai cités au préalable, les recruteurs vont se tourner vers ce genre de profil, donc en l'occurrence ce profil que vous décriviez à l'instant, et vont préférer privilégier ces profils à des profils Bac+5 ou Bac+3. Bien En sûr. revanche, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, moi j'ai quelques chiffres ici. En fait, le diplôme d'une certaine façon atteste quand même qu'on est formé d'une manière encadrée Oui. et que nos connaissances ont été validées. Et ça,
c'est vraiment important pour une entreprise pour minimiser les risques liés au Tout à recrutement fait. sur des postes clés. Et puis, en 2021, il y a eu des statistiques de l'INSEE qui dit qu'on avait allé sur le marché de l'emploi 2 365 000 chômeurs, soit environ 7,9% de la population active. Et dans cet effectif, l'INSEE révèle que on a 22,6% de personnes qui n'avaient pas le baccalauréat, qui sont parmi ces chômeurs, 8,7 qui avaient un baccalauréat et 5,3 avaient un bac plus 2. Voilà. Et Donc, donc la conclusion, statistiquement, un diplôme permet d'avoir un travail. tout à fait. Alors, pas tout à fait. Avoir un diplôme ne protège pas du chômage, mais le fait de ne pas l'avoir Favorise. favorise le chômage. On Voilà. on Donc est ça, d'accord. ça c'est une chose. Et la deuxième chose, avoir un diplôme peut quand même préserver de la pauvreté aussi. Mhm. Parce que la pauvreté, c'est d'abord le résultat de revenus insuffisants. Oui. Et ces revenus, le plus souvent, découlent enfin, du niveau de qualification que l'on a pour une grande part en tout cas. Et donc les données de l'INSEE révèlent que 80% des personnes pauvres ne sont pas allées au-delà du baccalauréat. C'est D'accord. quand même beaucoup. Et près d'un tiers n'ont aucun diplôme dans les 80%. Donc ce sont des chiffres considérables. Donc le taux de pauvreté est 3,7 fois plus élevé pour les non-diplômés, soit environ 13,2%, que pour les diplômés Bac plus 5 qui est d'environ 3,6%. Dans l'absolu, en nombre, les personnes sans diplôme représentent 1,2 million, voilà, soit 6 fois plus de personnes Ok. que ceux qui sont titulaires d'un bac plus 5. Donc, ils s'élèvent à peu près 200 000 individus. Mais Donc, implicitement, ce que ces statistiques révèlent, c'est que de toute façon, avoir un diplôme peut garantir une meilleure rémunération et peut sortir de la précarité. Voilà. mais le sujet, c'est est-ce que ça, c'est normal? Parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est normal que des personnes qui ont pas ou peu de diplômes soient dans la précarité? La statistique qui m'intéresserait, ce serait de savoir si parmi ces personnes qui ne sont pas ou peu diplômées, lesquelles sont expérimentées. Mhm. Parce que ne pas avoir de diplôme, pour moi, ce n'est pas gage d'une Oui. inexpérimentation et d'une incapacité à être pertinent dans un travail qui est donné. On est Et donc, d'accord. là où j'ai un problème avec le modèle français, en tout cas, Mhm. c'est toute cette partie de la population expérimentée, ou qui peut l'être, mais qui est mis au banc de la société parce qu'ils n'ont pas les diplômes Mais nécessaires. pour réagir à ce que vous dites et pour emmener le sujet justement sur les évolutions aujourd'hui des méthodes d'apprentissage, l'expérience, elle peut aussi se justifier maintenant par une VAE, par exemple. J'ai pu avoir une expérience particulière, professionnelle, sans avoir le diplôme. Je peux faire une VAE, validation des acquis et de l'expérience, Mhm. pour avoir le diplôme, entre guillemets. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a la possibilité de se former en dehors des circuits traditionnels, avec notamment des formations en ligne qui peuvent ne pas être reconnues par l'État, Oui. par la lecture aujourd'hui, qui reste aujourd'hui encore un incontournable pour pouvoir acquérir un certain nombre de savoirs, et l'intelligence artificielle qui permet d'entrer dans une démarche d'autodidaxie très poussée. Donc l'expérience peut se certifier par une VAE, la connaissance hors chemin institutionnel, comment est-ce qu'elle peut être aujourd'hui valorisée? Pour l'interrogation, est-ce qu'elle le sera un jour? C'est la question que j'aimerais nous poser. En tout cas, il y a besoin de reformer le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui, parce que on a enfin, une certaine façon de valider les acquis qui pourraient ne pas forcément être en adéquation avec les réels besoins du marché aujourd'hui. Donc, effectivement, comme vous le mentionniez, avec l'intelligence artificielle, il faut revoir la façon dont on valide les acquis, parce que certes, on est Mhm. dans un cadre normé où on a la validation des acquis qui se fait par des pairs, voilà, qui ont une certaine connaissance des sujets. En revanche, avec les IA, ChatGPT et autres, on n'est même pas sûr que les étudiants qui valident leur diplôme ont réellement les aptitudes qu'on attend d'eux. Et donc, ça nécessite qu'on revoie la façon dont on évalue finalement les compétences avant que les gens ne partent dans l'industrie. J'ai une anecdote à raconter. Oui. Hier, j'étais, je discutais avec un des célèbres, comment dire, un chef d'entreprise d'une des célèbres entreprises Mhm. américaines dans la Silicon Valley, qui parlait de l'impact de l'intelligence artificielle dans les industries et puis l'impact que ça a sur le taux de chômage ou que ça aura plutôt sur le taux de chômage des jeunes. Donc, Mhm. et quelque part, ça va dans le sens du débat que nous avons là sur l'importance du diplôme. Est-ce que le diplôme est gage d'emploi? Est-ce que c'est une pierre de voûte, pardon, qui permet de s'insérer professionnellement? Il disait quoi? Il dit, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui,
on a l'intelligence artificielle qui est utilisée par les seniors pour remplacer toutes les tâches répétitives, les Ouais. tâches des juniors. Mhm. Et donc, ce qu'on va remarquer dans les prochaines années, c'est que si on remplace les juniors ou ce que peuvent faire les juniors, bac+3, bac+2, ou ceux qui viennent de sortir d'école, par l'intelligence artificielle, certes, d'une certaine façon, ça permet aux seniors de se libérer du temps pour pouvoir travailler sur des choses plus importantes, mais en même temps, on crée une certaine forme de chômage au niveau des jeunes. Et ça va plus loin. En fait, à terme, ce qui va se passer, c'est que lorsque ces seniors vont partir à la retraite, puisqu'on n'a pas pu recruter des Bien jeunes, sûr. former des jeunes, eh bien, on va se retrouver avec Une dette, voilà, une dette, exactement. Et les jeunes ne sont pas formés, ils ne peuvent pas travailler, donc du coup, tout le système de l'emploi, le Non, marché de mais l'emploi sera impacté d'une façon considérable. c'est évident que dès aujourd'hui, le système éducatif, le ministère de l'enseignement supérieur doit, dès aujourd'hui, hein, et je dirais même qu'aujourd'hui c'est déjà trop tard, mais doit s'emparer de l'enjeu de l'IA dans l'éducation. Tout à fait. Aujourd'hui, je disais en préparant l'émission, je pense que plus de 80% des étudiants aujourd'hui utilisent d'une manière ou d'une autre l'IA dans le cadre Bien de sûr. leurs études. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la norme. La question c'est comment on s'adapte pour que cette IA soit utilisée pour faire progresser la société plutôt que pour créer une génération qui générera une dette technique comme vous venez de l'évoquer. Tout à fait. Et si on va plus loin, c'est une question en fait que vous soulevez qui est aussi politique euh, par rapport à notre regard sur la productivité d'une société. Oui. Aujourd'hui, un senior avec une intelligence artificielle peut porter un résultat plus important que quatre juniors. Mm. Par contre, il y a quatre personnes qui ne travailleraient pas. Dans l'autre cas, on pourrait faire travailler tout le monde, mais peut-être avec une productivité moins importante. Donc, cette intelligence artificielle, d'un point de vue technique, elle permettrait de pouvoir atteindre des résultats inespérés. Tout à fait. Maintenant, à quel prix d'un point de vue social? Ah, c'est tout l'enjeu de tout ce qui est automatisation. Ah oui, Aujourd'hui, l'exemple qui serait le plus simple, ce sont les caisses automatiques. Ça permet d'aller payer beaucoup moins de salariés dans les centres commerciaux. Et pourtant, ça crée tout un pan d'activité, donc les caissières et les Mhm. caissiers, qui sont mis sur le banc de touche et qui doivent trouver une autre activité. Et donc tout ce qui est automatisation, ça nous amène à repenser la manière dont sont utilisées ces forces de travail-là dans d'autres activités. Ça, faut le réfléchir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas que le déploiement de l'intelligence artificielle va beaucoup plus vite que la réflexion qu'on met sur les solutions qu'on pourrait proposer aux uns et aux autres pour adapter la société à ce déferlement qu'est l'intelligence artificielle. Non, tout à fait. Oui, oui, Yann a bien raison. Et il faut repenser la façon dont le travail est organisé aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de travail? On a des débats encore à l'Assemblée nationale qui Mhm. portent sur est-ce qu'il faut travailler pendant 35 heures ou plus. Alors que, enfin, avec l'intelligence artificielle, le débat il n'est plus là aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut travailler plus, moins? Évidemment qu'avec toute cette automatisation, on va travailler moins, mais il faut travailler de façon efficace et Mhm. il faut faire enfin, en tout cas quelque chose qui nous passionne. Donc c'est plutôt vers ça qu'il faut orienter et non seulement la formation, mais également la façon dont le travail est organisé aujourd'hui dans la société. Le temps que tous ces parlementaires et intellectuels fassent ces réflexions, a priori, le message qu'on adresserait à ceux qui nous suivent, c'est de tout faire pour décrocher son fameux bac+5, pour rentrer quand même dans le cadre des attentes d'aujourd'hui. C'est ça. Dans la société dans laquelle on est, Tout à fait. vaut mieux avoir son bac+1. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Il faut avoir son bac+5 et moi je rajouterais aussi, c'est-à-dire il faut se projeter pour les jeunes qui nous suivent, donc il faut se projeter dans le futur. À quoi va ressembler le monde de demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Et moi, en tant qu'acteur ou citoyen du monde, comment pourrais-je participer à cette évolution, à cette dynamique du monde et choisir sa formation en conséquence par rapport à celle-là? Sinon, on va faire des formations et à la fin, elles ne serviront à rien Oui. et on va se retrouver également au chômage. C'est un enjeu aussi dans la réflexion de se dire qu'il y a certaines filières qui, avec une vision un peu plus long terme, nous risquent de disparaître complètement. Donc même le choix aussi du bac+5 Oui. que je fais ou le choix du diplôme, Tout à du fait. secteur dans lequel je m'engage, bien sûr, chacun cherchera aussi son épanouissement, Mm. mais réfléchir aussi à se positionner sur des filières
qui ne risquerait pas d'être remplacé d'ici 3-4 ans Exactement. avec un diplôme qui serait obsolète. Tout à fait. Et je voulais nuancer parce que j'ai dit il faut avoir son bac plus 5 et là où je nuancerai et j'apporterai plutôt un ajout, c'est bon, c'est pas tout le monde qui a la capacité, qui est Oui. disposé à aller rechercher ce bac plus 5 et on l'a bien vu pendant l'époque du Covid, il y a les métiers essentiels. Pour la plupart, ce sont des métiers qui seront difficilement automatisables avec l'IA. Et donc, il y a des formations, je pense notamment à nos boulangers, je pense à d'autres formations. Plomberie. Exactement, plomberie, tout ce qui touche à l'artisanat d'une manière générale. Je pense que ce sont des formations très recherchées, qui le seront toujours, même à l'aune de l'intelligence artificielle. Et donc, mon point, c'est de dire qui peut le plus peut le moins, je reste là-dessus, mais aussi ne pas négliger ou qu'il n'y ait pas de connotation méprisante sur le fait de ne pas avoir de bac plus 5. Voilà, Mhm. ce sera la nuance que j'ajouterai. J'aime beaucoup votre nuance et il y a une phrase que j'aimais dire aussi lorsque j'étais avec des étudiants. Essayez Mhm. d'aller le plus loin possible dans le secteur dans lequel vous êtes. Mm. Vous êtes dans un secteur dans lequel les formations qualifiantes permettent d'avoir le plus haut degré de diplôme en 2 ans, et ben, au moins aller à ces 2 ans-là. Pour être le plus compétent possible avec une compétence qui est institutionnellement reconnue, mais dans le secteur dans lequel vous êtes. Puis après, c'est vrai qu'il y a des parcours de vie. On parlait, je pense que c'était la semaine passée, sur la crise du logement notamment. N'hésitez pas à suivre cette émission si vous ne l'avez pas suivie, le grand angle de la semaine passée, sur le fait que ben, des fois, il y a des difficultés de logement, de précarité, des contraintes de vie familiale Mm. qui font qu'on peut avoir aussi du mal à s'engager jusqu'au bout d'un long parcours d'études, mais faire ce qu'on peut au moins, Tout à à fait. minima. Après, je rajouterais juste, il y a le plafond de verre qui est une réalité aussi en France, à savoir qu'aujourd'hui, on s'arrête, pour ceux qui le peuvent, on s'arrête à bac plus 2, bac plus 3. Bien souvent, lorsque on cherche à évoluer, après 10 ans d'expérience au sein de la même société ou quand on change d'entreprise, on veut évoluer vers des postes managériaux. On se rend compte que à ce niveau d'expérience, à ce niveau de fonction, on demande de nous des bac plus 5, etc. Et donc après, il y a toute une complexité pour reprendre des études en cours du soir, en formation continue, etc. C'est pour ça que je dis, je suis tout à fait d'accord avec vous, Samuel, aller le plus loin possible dans la formation, dans la communication. Surtout quand on est jeune, il faut aller le plus loin possible parce que vous avez vos neurones qui sont encore On est frais. prêt, on est prêt à Et voilà, travailler. exactement. Après. Et quand on commence par fonder une famille et on a des responsabilités diverses, Mhm. c'est un peu plus compliqué Alors, de pouvoir suivre. Yann, vous avez parlé de plafond de verre. Oui. Il y a une question que j'aimerais nous poser avant d'introduire un axe de réflexion. Est-ce que vous croyez, ce que certains appelleront la métaphysique, le monde paranormal, le monde invisible ou le monde spirituel? Yann, Oui. Philippe. Ou paranormal, je ne sais pas, mais oui, il y a un monde spirituel en effet. D'accord. Pourquoi je vous pose la question? Parce que force est de constater aujourd'hui qu'on voit beaucoup aujourd'hui de contenu aussi sur les réseaux sociaux qui sous-entendraient qu'il serait possible par un certain nombre de déclarations, d'actions, de la volonté, Mm. de pouvoir aussi transcender un certain nombre de difficultés, de blocages qu'on pourrait avoir. Euh, Certains religieux appelleraient ça de la prière, adressée à une divinité, mais d'autres parleraient aussi de parler au monde, de parler à la nature, de déclarer des choses, de commander, d'ordonner. Il y a des séquences qu'on va aussi afficher à cet instant. En programmant son subconscient par la visualisation, par un certain nombre de techniques, tu peux réussir à interagir avec cet instant présent, qui est le moment de création pure de la réalité au sens métaphysique. Et c'est en ayant des intentions à ce moment-là, à cet instant qui est infime, que tu peux avoir une influence. C'est de la co-création, c'est pas toi qui décides. Il y a des règles, il y a des lois fondamentales en physique. La réalité, elle doit être cohérente. C'est pas parce que je veux me retrouver en Chine dans 2 secondes, ça n'arrivera jamais. Il y a une cohérence globale, mais on peut influencer la course de la réalité en se connectant à cet instant présent, et c'est pas quelque chose de facile à faire. Est-ce que vous pensez que ces choses peuvent aussi contribuer à une réussite? Point d'interrogation. Il y a 2 choses. Il y a des réalités psychiques
Mhm. C'est-à-dire que on est de l'ordre de la motivation, Oui, de l'ordre du dépassement de soi. oui, le Donc, développement voilà, le personnel. développement personnel, ça, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des personnes qui sont en manque de confiance, qui peuvent aller plus loin lorsqu'elles sont accompagnées dans ces directions-là. Ça, c'est une première chose. Après, il y a les réalités spirituelles dont vous êtes en train de parler. Et là, c'est plus sujet à débat, à discussion. Pour ma part, je pense que une vie de prière, effectivement, peut avoir des fruits dans certaines réalités. Après, il faudrait discuter avec les personnes, les tenants de certaines positions. Je pense qu'il y a des doctrines, des enseignements dans lesquels je ne me retrouverai pas. Mais effectivement, je pense qu'il y a une réalité spirituelle qui peut nous permettre d'aller plus loin. Vous pouvez nous donner un exemple lorsque vous parlez de doctrines dans lesquelles vous ne vous retrouverez pas, par exemple, des choses que vous pouvez entendre avec lesquelles vous mettrez une nuance. Quand on parle de déclaration Oui. sur des choses, je mets beaucoup de pincettes là-dessus. Il faudrait que la personne précise de quoi il s'agit, mais à partir du moment où on est en train de déclarer des choses, j'aimerais savoir à qui on parle, de quoi on parle, et donc là-dessus, je serais en tout cas prudent sur ces choses-là. Alors, Philippe, moi, je vous interroge aussi dessus, c'est-à-dire que il y a la prière à Dieu. Maintenant, on voit aussi dans le mouvement religieux chrétien protestant, par exemple, quelque chose de semblable à ce qu'on pourrait appeler dans le New Age ou dans la loi de l'attraction, c'est-à-dire on ne s'exprime pas à un être divin supérieur, mais on s'exprime et le monde invisible, le monde spirituel, euh, par la puissance d'une déclaration convaincue, pourrait aussi commencer à se mettre en mouvement. Certains diraient dans le milieu religieux que de toutes les manières, ce sont des principes spirituels universels qui sont valables aussi bien pour des non-chrétiens que pour des chrétiens. La puissance d'une déclaration, la puissance d'une volonté exprimée, et pour certains même à certains créneaux de la journée, on n'est pas dans un débat théologique ici, mais c'est intéressant d'avoir les avis des uns et des autres là-dessus. Non, enfin, clairement, il y a un monde spirituel et, comment dire, la parole a un poids, une puissance dans cette sphère spirituelle, mais de là à dire que la prière seule suffit pour réussir ses études ou pour favoriser la réussite des études, je trouve que c'est de se tromper, Mhm. littéralement. Parce qu'il y a besoin quand même d'un effort intellectuel, il y a besoin d'une implication de l'individu concerné. On a besoin, voilà, enfin, la prière ne va pas apprendre nos cours ou valider les Oui. acquis que nous avons pour nous. Donc, il est important. Enfin, faut pas non plus cacher une forme de paresse derrière la prière et être endoctriné par ces pasteurs, s'il en existe, Il en qui, existe, hein. bon, voilà, qui entraînent vers cela. Donc, il y a une forme de discipline. Donc, Oui. pour réussir, il faut se mettre de la discipline, il faut de la motivation, il faut de la volonté. Et puis, il faut avoir aussi une vision. Alors Voilà. ça, je l'entends. Moi, je veux vraiment aller vous chercher sur cette question. On a parlé du fait que tout le monde n'a pas pu aller jusqu'à un certain niveau de diplôme. Ouais. Aujourd'hui, j'ai entendu parler même de logiciels, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, RH, qui permettraient automatiquement, notamment encore une fois avec l'intelligence artificielle, de trier les CV. Donc, c'est-à-dire que Oui, je n'ai pas un certain nombre de diplômes sur mon CV, je ne cite pas un certain nombre d'écoles sur mon CV, l'algorithme trie déjà mon CV et je ne serai jamais lu par un être humain. mm, mm. Alors, il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette chance, cette vigueur aussi, pourquoi pas, de pouvoir aller jusqu'au bout d'un diplôme. Le cadre de vie ne permet pas Mhm. de pouvoir se réengager dans une formation. Est-ce que, j'ai envie de dire, une sensibilité sur des actions spirituelles à poser permettrait de rattraper un retard pris dans la vie? Ah oui, non, mais clairement, écoutez, le diplôme n'est pas, comment dire, la seule voie pour réussir Oui. dans la vie. Et il y a plusieurs chemins qui vous permettent d'arriver à votre destinée finale ou Ok. votre destin commun. Donc, d'une certaine façon, ou d'une manière ou d'une autre, si vous avez une destinée, qu'elle soit glorieuse ou peu glorieuse, vous y arriverez certainement d'une manière ou d'une autre. Et ce ne sera pas forcément le diplôme. Et donc, même quand on a un diplôme, voilà, enfin, comme je le disais, j'ai rencontré des personnes dans le passé qui m'ont raconté leur parcours et qui sont des chefs d'entreprise. Ils n'ont pas voulu être diplômés, avoir un parcours, un cursus pour être chef d'entreprise, de célèbres entreprises, justement. Mais c'est les concours de circonstances. Et on parlera de chance pour les non-croyants et de grâce pour ceux qui sont des croyants, par exemple. Et donc, du coup, oui,
le surnaturel, le spirituel fait son œuvre, mais les diplômes ne conditionnent pas la réussite des D'accord. individus. Voilà. En tout cas, beaucoup de choses sur lesquelles chacun devrait s'interpeller, se poser les questions. S'il y a, j'ai envie de dire, une voie de salut derrière ces choses qu'on peut voir un peu sur Internet, il faudrait le savoir pour ne pas vivre une vie au rabais. Et si au final il n'y a rien dedans, combien de temps mis et d'énergie et d'efforts dans du Gagné, vent? effectivement. Donc, sans transition, on a un deuxième sujet très intéressant aussi à aborder, c'est la semaine de la francophonie. Du 17 au 20 mars à peu près, on avait cette année, comme chaque année d'ailleurs, hein, la célébration culturelle de la langue française, parlée partout dans le monde par plus de 300 millions de personnes, ce qui la positionne comme la quatrième langue la plus parlée dans le monde. C'est l'occasion de discuter un peu sur cette chère langue française qui nous est commune. Est-ce que vous avez déjà, premièrement, un regard pour vous sur l'évolution de la langue française et de sa pratique dans le monde, Philippe? Oui, oui, enfin, alors on va partir peut-être de l'origine, d'où vient le terme francophone. Enfin, savez-vous, Yann, d'où vient le terme francophone? Je vous écoute. Alors, francophone, c'est un On terme est à qui est, l'école là. c'est un terme qui est apparu en 1886 dans l'ouvrage d'un des célèbres géographes français qui s'appelait Onésime Reclus, Ok. dans son livre France, Algérie et colonies. Et il désignait le francophone, ou les francophones, dirais-je, comme étant l'ensemble des personnes utilisant le français comme outil d'interaction sociale, mais hors du périmètre hexagonal, donc de Oui. la France continentale. Voilà. Donc, Donc, les Français n'étaient pas francophones. les Français n'étaient pas des francophones. C'est D'accord. pas, Mais c'est- qu'était-il alors à ce moment-là? et ben, alors là, donc en tout cas, ils sont des Français, voilà, mais pas des D'accord. francophones. Et donc, bah, par extension, à ce moment-là, on désignait la francophonie comme étant l'ensemble des locuteurs du français hors de France, hein, vous l'aurez compris. Et donc, ce premier emploi du mot francophonie était un emploi qui s'est inscrit dans un contexte colonial, hein. Tout à fait. Voilà, parce qu'on était en 1886, la France avait comment dire, une domination géopolitique, socio-culturelle sur les peuples colonisés de Et l'époque. on peut expliquer justement à travers de la carte qui s'affiche, justement, les pays qui ont encore le français en tant que langue officielle ou encore en tant que langue d'usage, qui sont majoritairement situés en Afrique à cause de l'histoire coloniale. Mhm. Et donc, aujourd'hui, les langues qui parlent le français et dans lesquelles on compte le plus de francophones, donc on compte le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les Congos et le Mali, le Burkina et tant d'autres. Tout à fait. Donc, à l'origine, la francophonie n'était pas une identité volontaire. Oui. Donc, c'était une identité imposée qui était, Oui. voilà, exactement, et qui était projetée depuis la France. Alors, ce qui s'est passé au fil du temps, c'est en 1970, il y a eu une convention au Niger, à Niamey, qui a permis, enfin, de redéfinir ce que c'est que la francophonie. Et donc, c'est à ce moment que la francophonie a pris un visage institutionnel. Et désormais, on a redéfini, enfin, tous les différents thèmes, ce que c'est que être francophone, Mhm. la francophonie petit f, f minuscule, Oui. et francophonie grand F, donc l'organisation. Donc, est francophone désormais toute personne, français y compris, qui est capable de communiquer en français à l'oral ou à l'écrit. Voilà, c'est ça. Et la francophonie va désigner donc tous les locuteurs français, enfin, dans le monde entier, d'une certaine façon. Et voilà, donc c'est un peu ce que dit enfin, l'histoire. Après, effectivement, le français a évolué à travers le temps, mais bon, je laisserai Yann nous en dire un peu plus. Mais si on continue à regarder cette évolution aujourd'hui du français, de la langue française et de sa pratique, on est en train de voir que elle fait partie des derniers éléments qui peuvent encore solidifier un bloc, euh, puisque un certain nombre de pays qui avaient reçu des peuples qui parlaient français, la France, la Belgique ou autres, aujourd'hui, dans un élan anti-impérialiste, essaye de rejeter en bloc aussi un certain nombre d'éléments qui restaient culturellement attachés. Le français reste encore présent dans certains pays. D'autres ont commencé lentement et sûrement à le retirer des langues officielles. Il est parlé, mais il est plus langue officielle. J'aimerais vous faire écouter une séquence d'un homme politique qui s'exprimait sur le moyen de permettre de garder le français comme outil d'union, et notamment en changeant le français avec une... Voilà, la langue française est déjà elle-même un résultat de créolisation.
alors on peut dire qu'elle porte dans son code génétique une capacité qu'il est temps pour elle de déployer pleinement, en se résumant à la formule « la langue appartient à ceux qui la parlent ». Je doute que les habitants de Kinshasa, dont j'ai eu le bonheur de faire la connaissance récemment, aient la moindre idée de ce qu'est les conditions de vie de Saint-Rémy-en-Provence. Et par conséquent, c'est avec des mots qu'il leur faudrait inventer aux uns et aux autres qu'ils arriveraient à pouvoir en parler respectivement. La créolisation est notre maître mot. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole, parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Qu'on vienne me dire comment les 100 millions de Congolais ou bien les millions de Sénégalais n'auraient aucune participation à la création d'une langue qu'ils parlent et qu'ils sont 10 fois plus nombreux que nous à parler, nous, Français, je me situe à cet instant-là. Et puis, les Français s'y feront. Une autre proposition originale. Alors, une séquence de Jean-Luc Mélenchon qui a fait beaucoup de polémiques. Certains disaient qu'il exprime une fois de plus sa détestation pour la France. D'autres qui diraient que non, un homme avisé, il a un propos cohérent sur la réalité pratique de l'usage de la langue. Vous, Yann, parlez créole plutôt que de dire qu'on parle français. Est-ce que ça vous irait? Non, je pense que M. Mélenchon, dans son rapport à la politique, je pense qu'il a des enjeux par rapport à sa connaissance aussi, sa culture personnelle. Il a aussi d'autres enjeux. Les Mais enjeux électoralistes, de je séduction? pense clairement, c'est son rôle. Il est en train de préparer la présidentielle, donc c'est pas anodin. Il n'est pas en train de donner un cours dans une école. Je pense que ça répond à des enjeux politiques. Et donc, bon, moi personnellement, en tout cas, je ne m'inscris pas dans ce changement de vocable. Je n'irai pas parler de langue créole, même si je comprends l'idée et je comprends le raisonnement qu'il y a derrière. On pourrait en discuter, mais de là à proposer un changement de vocable pour parler de langue créole plutôt que de langue française, pour moi, ça n'a pas de sens. Philippe, c'est un reniement de l'histoire et de la tradition de retirer ce mot et de le remplacer par un autre? Oui, enfin, je pense quand même que c'est un reniement de l'histoire. L'histoire, comment dire, un homme, un être est fait d'histoire. Donc, on porte les marques de notre histoire. Et même si le français euh, européen a eu où il y a eu un rapport, on va dire, ou des relations, on dirait-je, un peu tendues au fil des siècles avec les peuples colonisés et le français européen, ça reste quand même l'histoire et on l'apporte. C'est un héritage et il ne faut pas en avoir honte. Voilà, c'est de ça que notre histoire est faite. Et parler de créolisation, je partage l'avis de Yann. Effectivement, ça cache un peu des intentions voilà, politiques derrière et c'est un peu voilà, renier son histoire, renier qui on est et ça, c'est pas bien. Non, d'autant plus que pendant qu'on était en train de discuter là-dessus, je réfléchissais, mais je pense que dans toutes les langues, il y a un processus de mélange Oui. de langues qui viennent d'ici et d'ailleurs pour enrichir le vocabulaire de toutes les langues. Et donc, si on était un petit peu cohérent et qu'on était jusqu'au boutiste, je pense que dans toutes les langues, a priori, on pourrait parler de créolisation. Tout à fait. Donc, je pense que C'est vrai que chaque langue évolue avec son temps, hein. Et d'ailleurs, pour nous qui lisons des textes religieux, on voit que les versions sont souvent mises à jour Différent, tout à fait. pour s'adapter aux mots d'aujourd'hui, Oui. sans changer le sens, bien sûr. Et j'ai pas d'exemple aujourd'hui, peut-être que je n'en ai pas la connaissance, hein, mais j'ai pas d'exemple de langue effectivement qui aurait changé son nom pour s'adapter à des évolutions de terminologie ou pour plaire à des Après, interlocuteurs partout dans le monde. Monsieur Mélenchon a souvent des avis très très utopiques quelquefois. Donc, enfin, je critique pas l'homme, mais voilà, enfin, dans sa façon de faire, c'est souvent du tout ou rien. Mhm. Et il manque quelquefois de la nuance. D'accord. Alors, c'est un débat politique et sur ces évolutions de la langue, justement, il y a eu, pour moi, finalement, deux camps, on va dire, si j'ai une vision un peu binaire, hein, du progressisme contre ceux qui ont une approche un peu plus conservatrice des choses. Et ça s'est notamment aussi exprimé, alors d'autres y verront aussi un certain nombre de propos discriminants, mais notamment lors des Jeux Olympiques avec le choix d'Aya Nakamura en tant que égérie de la France et donc de la culture française,
plusieurs des débats qui ont porté sur le choix de cet artiste n'étaient pas sur sa renommée internationale qui n'est plus à démontrer en tant qu'artiste la plus écoutée à l'international, mais sur l'usage de la langue française. Vous disiez quoi que Je disais quoique, il y a quand même des détracteurs qui arrivent quand même à remettre en question la popularité d'Aya Nakamura qui, de mémoire, est l'artiste française la plus écoutée à Tout à fait. l'international. Donc, il y a des détracteurs, il y a, je peux le dire, des racistes qui, malgré les faits, malgré les évidences, arriveront toujours à trouver quelque chose à dire, même pour la personne qui met le plus en avant la culture française aux yeux de l'international. Donc, Et on est bien d'accord là-dessus. J'aimerais vous proposer une dernière séquence justement avec un député macroniste, donc cette fois-ci, qui avait des mots élogieux vis-à-vis de Aya Nakamura et la manière dont elle faisait évoluer a priori la langue française. Et j'aimerais vous écouter là-dessus. Dire aussi que la richesse de la langue, c'était rappelé par Stéphane Peu, c'est certes son évolution permanente, ce qui rend le français vivant, c'est sa créativité. Et c'est pour ça d'ailleurs que face aux anglicismes, nous avons intérêt, nous aussi, à réinventer en permanence notre langue. Quand je vois des jeunes comme Aya, comment s'appelle-t-elle, Nakamura, qui aujourd'hui, par sa chanson, est en train de réinventer un certain nombre d'expressions françaises, ça me paraît absolument remarquable. C'est-à-dire qu'elle est en train de porter au niveau international de nouvelles expressions et d'évolution de la langue. Aya, comment s'appelle-t-elle Nakamura. Et vous, comment vous voyez cette évolution de la langue française portée par une dynamique jeune qui apporte des nouveaux mots, des nouveaux procédés rhétoriques? Vous le voyez d'un bon œil ou pour vous c'est juste la preuve d'une inculture et une incapacité à s'approprier une tradition linguistique? Non, absolument pas. Une langue a vocation, une langue vivante a vocation à se réinventer, hein, et à évoluer. Autrement, ce serait une langue morte. Et si le français souhaite être une langue d'influence mondiale au même titre que l'anglais ou l'espagnol, il faudra qu'elle se réinvente et qu'elle évolue. Qu'est-ce qu'une langue qui n'évolue pas? Elle est morte. c'est une langue morte. Non, mais il y a des nouveautés, la nouvelle technologie, de nouveaux métiers, des nouvelles manières de faire. Il faut bien mettre des mots sur ces nouveautés. Donc, comme disait Philippe, c'est une langue vivante. Et au contraire, je suis tout à fait d'accord avec le député qui souligne le rayonnement d'Aya Nakamura à l'international. C'est bénéfique pour la France. Alors, moi, j'ai quelques mots à vous proposer pour vérifier la profondeur de votre avis, avec un certain nombre de mots qui sont rentrés dans le dictionnaire récemment. Wesh, avec une entrée dans le dictionnaire aux alentours des années 2010. Bolos, personne naïve ou ridicule, très utilisé chez les ados et sur Internet, accepté dans le dictionnaire récemment. Avoir le seum, Philippe, vous pouvez nous traduire cette expression? Avoir le seum. Avoir le seum, je crois que le seum, c'est un mot belge, non? Il est d'origine arabe, Arabe, ouais. comme plusieurs autres mots qui sont entrés. Badé, Yann, la définition de badé? Être dans un bad, c'est être dans un mauvais mood, une mauvaise ambiance, pas un bon état. D'accord. Et est-ce qu'inversement, vous avez un crush, peut-être Malheureusement, je suis marié. Bien heureusement. Un Malheureusement crush pour le avec crush, votre épouse. voilà, Bon, exactement. ben, beaucoup de mots beaucoup de mots qui entrent dans le dictionnaire et notamment qui viennent du coup par. Vous voulez Oui, rebondir alors, dessus? les sources, je ne sais pas s'il est question des dictionnaires commerciaux type Mhm. Larousse ou s'il est question de l'encyclopédie française Alors, on qui... n'y est pas là, on est Ah, plus sur les dictionnaires du quotidien oui, utilisés par monsieur, madame lambda. mais dans ce cas, les intégrations Mhm. sont tout à fait discutables et répondent à comment dirais-je, des objectifs commerciaux. Est-ce à dire que wesh est un mot qui fait partie de la francophonie, Mhm. qui devrait intégrer et être diffusé à l'international? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, Larousse vend des dictionnaires, enfin, entre autres, hein, dans son activité. Et donc, il a son intérêt à faire intégrer certains mots et à ne pas mettre en évidence d'autres mots. Très bien. Il y a une réflexion que moi j'ai envie d'apporter là, c'est on a l'Académie française qui est un cercle de profs ou de sages vertueux qui réfléchissent à la langue française et à son évolution. Et moi je suis étonné quand même,
que à l'Académie française, qu'on n'ait pas des représentants, enfin un peu de ceux qui évoluent, enfin font évoluer la langue française, un peu comme Aya Nakamura ou ces artistes qui rendent la langue française vivante. Et moi, je pense que pour la richesse de la francophonie, il faudra qu'on s'ouvre davantage, que cette institution qui est francophone quand même s'ouvre davantage au monde francophone pour que ensemble on puisse réfléchir à la façon dont on fait évoluer la langue française, qui est des débats d'idées sur ce qu'il faut, et pas juste intégrer des choses dans un dictionnaire et vendre, mais des débats d'idées sur ce qu'il faut démocratiser plus largement pour faire évoluer la langue. On revient sur l'intervention de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure qui rappelait, et comme on l'a dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui le français est beaucoup plus parlé par des personnes ne résidant pas en France et on ne voit pas cette diversité à travers aujourd'hui les membres de l'Académie française. Tout à fait. Est-ce qu'il faudrait intégrer dans cette Académie française les personnes qui créent la langue et donc l'ouvrir à une majorité de personnes non françaises? Moi, je pense que oui, il faut l'ouvrir à une majorité de personnes non françaises. Enfin, Auquel du cas, même ce titre, serait l'Académie francophone. C'est oui, une académie francophone si on veut, mais de toute façon, académie française, le français, c'est la langue de la francophonie. Mhm. Donc, faut pas qu'on joue sur, enfin, il y a pas d'ambiguïté sur le mot qu'on met de français. Ici, on parle pas du français en tant que citoyen Oui, du pays, mais on parle du français, voilà, de la langue, quoi, l'académie, voilà, de la langue française. Ouais, je mettrai quand même de la nuance sur ce que vous proposez. Euh, Aujourd'hui, la francophonie au sens large, enfin, dans chaque communauté, dans chaque population où le français est utilisé, il est adapté à des contextes. Et donc aujourd'hui, je pense quand même que pour ce qui est de l'Académie française en tout cas, le contexte, il est français. De France dans un premier temps et Non, pas du tout, pour ce parce qui que est de la- Senghor, il a fait partie de l'Académie française, mais il n'était pas français. Pour Non, autant. d'un point de vue de la majorité Ouais, des c'est membres, pas le aujourd'hui, cas. la majorité sont des Français dans le sens du pays, de la nation française. Oui, c'est pour cela que Bien je qu'il m'offusque. y ait quelques personnes qui n'en fassent pas partie, pour vous, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et Mais c'est compréhensible. tout à fait normal. Aujourd'hui, enfin, se dire que l'Académie française, hein, faisons bien la distinction entre, je ne sais pas s'il y a une instance dédiée à la francophonie et qui pourrait faire du coup être distinguée de l'Académie française. Et pour ce qui est de l'Académie française, pour moi, ça me semble une erreur, en tout cas, d'envisager que la majorité des représentants qui réfléchissent à les normes du français ne soient pas en France. Je veux bien, hein, je suis tout à fait ouvert à justement à cette culture qui vient de tous les pays qu'on a cités précédemment qui pratiquent le français, mais de là à s'attendre que ces représentants-là dictent ce qui est les règles orthographiques, de grammaire de notre français. De notre français. Mais Bah, il y a plusieurs Français. Mais moi, je suis effaré parce que dit Yann, parce que enfin, on a comment dire 396 millions de locuteurs dans le monde, mais 65% de ces 396 millions de locuteurs sont quand même en Afrique aujourd'hui, et ce sont des Africains, voilà. Et ne pas ouvrir l'académie à ces gens pour qu'ils puissent contribuer à l'évolution de la langue, c'est quand même Alors, j'ai surprenant. une question pour bien comprendre votre avis, Yann, encore davantage. Aujourd'hui, la majorité des locuteurs du français ne sont pas en France. Oui. Est-ce que vous pensez que le français en tant que langue appartient d'abord au français en tant que nation à cause de l'origine de cette langue, ou est-ce qu'aujourd'hui elle appartient à tous celles et ceux Non. qui leur parlent, auquel cas en majorité des non-français? J'ai précisé mon point. C'est ce que je commençais à dire juste avant. Il y a plusieurs Français. Hmm. Aujourd'hui, le français qui est pratiqué par mes confrères camerounais n'est pas le même que le français qui est pratiqué par les Français de Paris. Et je dirais même que le français qui est pratiqué, pour être un petit peu tatillon, par les Marseillais ou par les Oui, Bretons, tout à fait. il se distingue encore. Et donc, il y a plusieurs Français, ça c'est une réalité. Et c'est pour ça que je faisais la distinction entre l'Académie française et, je ne sais pas si cette instance existe, mais
une académie de la francophonie. Dans l'académie de la francophonie, je suis tout à fait ouvert et je suis pour que, effectivement, les représentants des différentes francophonies intègrent ces instances pour discuter de tout ce qu'il y a à discuter autour de la francophonie. Mais pour ce qui est de l'Académie française, qui, à mon sens, comment dirais-je, travaille sur le français de la métropole, si je puis dire, je ne pense pas qu'il faille intégrer une majorité de personnes non métropolitaines françaises dans cette instance. D'accord. On est sur de la sémantique, là. Voilà, mais du coup, C'est important. apprécier les spécificités régionales Oui. sans forcément les imposer à l'ensemble, c'est à peu près ça l'idée que vous avez. On peut dire ça. D'accord, alors le temps peut-être d'une prochaine émission pour continuer à approfondir ces enjeux aussi qu'il y a géopolitiques et culturels derrière cette langue française. Mais si on continue à parler de l'influence, peut-être notamment de l'Afrique sur le reste du monde, il y a l'occasion de discuter sur le programme qui a été dévoilé par le Saint-Siège, comme on l'appelle, sur la prochaine tournée du pape, donc qui aura lieu en Afrique du 13 au 23 avril. La première question que j'aimerais vous poser, Philippe et puis Yann, aujourd'hui, en tant que membre de la grande famille du protestantisme, est-ce que vous suivez l'actualité du monde catholique et est-ce que vous pensez qu'elle a une influence sur le mouvement chrétien dans son ensemble? Ah oui, clairement, il y a une influence du mouvement chrétien catholique, du courant chrétien catholique sur le monde. On a à peu près 280 millions de chrétiens catholiques en Afrique, hein. Donc c'est de loin le courant majoritaire parmi les chrétiens, d'une certaine façon. Et l'Afrique, c'est le deuxième plus grand bloc catholique au monde. Oui. Donc on ne peut pas, ne pas suivre ce qui se passe lorsque le pape se déplace en Afrique. Yann, l'actualité du monde catholique aujourd'hui, vous l'observez de près, vous l'observez de loin, vous avez l'impression que elle donne une tonalité, une orientation au milieu chrétien dans son ensemble? Je la suis de loin. Je dirais que par l'influence qu'elle a sur le monde, dans l'actualité, on est obligé un petit peu de le suivre. Et donc, je le suis avec plaisir. Après, de là à parler de suivre de près, c'est pas dans mes habitudes. Toujours est-il que l'influence du catholicisme elle a toujours été, j'ai envie de dire, dans le monde. Et il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Je pense pas qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément dans le christianisme, ils confondent chrétien avec Tout à fait. catholique. Donc, c'est pour dire leur Je popularité. travaille dans un établissement scolaire actuellement et les enfants posent toujours la question, bon, toujours, la majorité pose toujours la question, ah, monsieur, vous faites le ramadan? Je dis, non, je fais pas le ramadan. Ah, donc vous faites le carême? J'ai dit, non plus. Mais vous faites quoi alors, monsieur? Et c'est vrai que dans la pensée aujourd'hui, le christianisme est souvent défini par les traits qui caractérisent le catholicisme pour celles et ceux Oui. qui n'ont pas une connaissance fine de ce sujet. Et si on continue à discuter sur cette puissance de l'autorité catholique aujourd'hui sur le monde, elle se manifeste notamment de par le nombre important d'adhérents. C'est ce qui fait aujourd'hui le pouvoir d'une institution, c'est le nombre de personnes qu'elle a sous 1,3 milliard. 1,3 milliard. C'est le chef d'État qui a le plus, entre guillemets, de citoyens, finalement, on peut dire. Et c'est ce qui crée notamment une capacité aussi culturelle, diplomatique Et spirituel. spirituelle du Vatican. Alors, il a choisi de faire sa première grande tournée internationale en Afrique. C'est un continent que ce pape avait déjà visité à plusieurs reprises. Comment vous interprétez, vous, aujourd'hui, ce déplacement? On sait que ces déplacements ne sont pas liés au hasard. Certains diront qu'ils sont prophétiques, inspirés par Dieu. D'autres diront qu'ils sont politiques pour envoyer un certain nombre de messages. On l'a vu se positionner déjà sur beaucoup de choses, sur le conflit au Moyen-Orient, sur ce qui se passe en Palestine, à Gaza, sur ce qui se passe aussi aux États-Unis, sur les thématiques de l'immigration. Mais son premier grand déplacement, il est en Afrique. Pourquoi? Alors, son déplacement en Afrique,
Peut-être que ça a une dimension spirituelle, mais je pense qu'au-delà de cette dimension spirituelle, c'est avant tout une tournée diplomatique stratégique. Oui. Alors, pour plusieurs raisons. Comme je l'évoquais, l'Afrique, c'est 280 millions de chrétiens et ça représente un cinquième du nombre total des chrétiens dans le monde, 1,3 milliard. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, bah, l'Afrique est le deuxième plus grand bloc de catholiques au monde après les Amériques, donc en termes de proportion. Et on remarque aujourd'hui qu'en Europe, bah, on a une certaine stagnation du catholicisme. En revanche, en Afrique, bah, on voit que le centre de gravité du catholicisme se déplace de plus en plus en Afrique, dans la mesure où on a plus de 3,3% de croissance. L'année dernière, c'est ce qu'on a répertorié au niveau des chrétiens adhérents, catholiques adhérents. Donc, c'est la croissance la plus forte au monde. Et il ne faut pas oublier que le Vatican dispose quand même d'un nombre important d'actifs religieux en Afrique, en l'occurrence les églises, les diocèses, donc tous ces bâtiments administratifs et qui sont la propriété juridique du Vatican, d'une certaine façon. Donc on a ça et on a aussi les séminaires pour former les prêtres. Il ne faut pas oublier que le Vatican a un poids religieux en Afrique, donc on a 555 000 prêtres et autant d'évêques. Et je me permets de vous couper, un poids d'autant plus grandissant qu'à un moment donné, le cardinal Sarah, cardinal donc africain, Guinéens, ouais. a même été plus ou moins pressenti. La question s'est posée, en tout cas, sur était-il potentiellement le nouveau pape? Oui, en tout cas, il ne l'a pas été. Le constat est clair. Pensez de le Mais, constater. comme je le dis, avec tout le poids et l'influence de l'Afrique aujourd'hui dans le monde du christianisme catholique, il ne serait pas étonnant de voir dans quelques années ou plus tard, enfin, je ne sais pas combien d'années, mais un pape qui émerge de l'Afrique. Voilà. Autrement, ce serait quand même aberrant et on devra se poser des questions sur cette organisation qu'est le Vatican. On devra se poser des questions et sur l'ordre diplomatique de ces déplacements. On voit qu'il commencera par l'Algérie, donc un pays à majorité musulmane. C'est un symbole fort aussi dans le discours interreligieux. Peut-être que vous y voyez, Yann. C'est important. Une des valeurs, en tout cas, du christianisme, c'est l'accueil, l'hospitalité, des valeurs d'amour avec son prochain, quel qu'il soit. Et donc, en tout cas, je trouve ça très intéressant que son premier pied-à-terre en Afrique, ce soit dans un pays qui, je dirais, ne lui est pas favorable dans un premier temps. En tout cas, c'est pas un pays où le catholicisme est en majorité. Et d'ailleurs, sa première tournée, je crois, quand il a été élu pape, c'était dans les pays musulmans, au Liban et en Turquie, si on s'en rappelle. Et donc, ça montre aussi quelque part cette volonté de ce pape à affirmer le catholicisme dans les endroits où le catholicisme n'est plus de mise. Enfin, le Liban, je crois, il y a 20 ans en arrière, on avait autant de musulmans que de chrétiens dans ce pays, mais aujourd'hui, on a moins de chrétiens que de musulmans. Et donc, c'est une certaine forme de dire, bah, on est présent et on ne vous oublie pas, encourager les chrétiens qui sont Alors, encore là, le peu de chrétiens. vous dites deux choses qui sont différentes, mais peut-être complémentaires. Oui. D'une part, Yann, vous présentez peut-être un déplacement dans un pays musulman comme un signe d'ouverture, Mhm. peut-être d'amour aussi. Philippe, vous présentez ce déplacement comme une affirmation et comme peut-être, je ne sais pas, un moyen de montrer que le catholicisme, par ses dirigeants, est encore sensible à la manière dont sont traités les chrétiens dans les pays arabes. Tout à fait. D'accord. Donc ça implique aussi toute une dimension politique qu'on sait déjà dans les déplacements du pape, mais peut-être même aussi dans la vie de tout leader ou responsable religieux. Est-ce que pour vous, ça, donc c'est un bon exemple qu'il faudrait suivre? C'est une marche à suivre, une voie qu'il nous trace aujourd'hui? Après, le pape n'a pas son pareil dans d'autres communautés religieuses, sauf erreur de ma part. On a des leaders dans d'autres communautés religieuses qui se revendiquent avoir une autorité ou, disons, peut-être une légitimité sur un nombre important de croyants sur tout un territoire, notamment par un mandat apostolique, si l'on considère que ce ministère continue encore aujourd'hui. Bah, je rejoins Philippe dans ce qu'il disait. Il
il y a deux points en tout cas qui me semblent importants et donc qui peuvent être imités à travers le pape. C'est un, ce côté ouverture et deuxièmement, ce côté on est présent, on ne vous oublie pas et le christianisme ne disparaît pas quand bien même d'autres religions prendraient de l'essor. Et j'aime ce que vous dites lorsque vous dites un signal, on est présent, on ne vous oublie pas. Il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est que lorsqu'on étudie attentivement le détail de ces actions, il n'y aura pas que des rencontres politiques, Mhm. il n'y aura pas que des grandes homélies devant des milliers de personnes, mais il y aura aussi des visites d'orphelinats, des visites d'organisations caritatives, ce qui peut aussi être pour nous tout un souvenir de l'enjeu social, Oui. missionnaire de l'Église dans sa mission d'aide pour les défavorisés, je pense. Moi, j'ai découvert que le Vatican était l'un des plus grands acteurs éducatifs et, Oui. en Afrique, notamment en RDC au Kenya. Une grande partie de l'enseignement privé est assurée par comment dire, Mission, l'Église catholique, les catholique. missions catholiques de Mhm. façon générale. Et puis le Vatican, via son Église, soutient également des milliers d'hôpitaux, de centres de santé dans les zones rurales en Afrique. Donc oui, il y a effectivement cette mission sociale, cette œuvre sociale que le Vatican, comment dire, poursuit en Afrique et son impact, en tout cas, est considérable et visible. Voilà. Et c'est quelque chose, lorsqu'on étudie l'histoire du catholicisme, de voir que dans son développement, il y a toujours trois grandes structures qu'elles ouvraient lorsqu'elles étaient passées sur un territoire. Certes, des églises, mais pas que. Aussi des écoles et des hôpitaux. Donc, dans une approche, je veux dire, du salut universel, le salut de l'esprit, de l'âme et aussi du corps, c'est tout un message d'équilibre et qu'ils ont tenté de maintenir aussi au fur et à mesure des années, avec cette sensibilité sur l'autre et sur le nécessiteux, celui qui en a besoin. Non, c'est très important, surtout dans la société dans laquelle on est, à une époque où on est de plus en plus tourné vers nous-mêmes, de plus en plus égoïste, où la solitude bat son plein. Je pense que l'exemple donné par le pape à travers ses visites et le choix de son ordre du jour, ça a une répercussion sur tous ceux qui le suivent de près ou de loin. Et ça, en tout cas, ça n'incite que dans la bonne direction, je pense. On a vu ces dernières années, donc le précédent pape et celui-ci, Léon XIV, prendre des positions plutôt fortes sur la défense des opprimés, des immigrés notamment, donc en Europe, mais également dans les Amériques. Et c'est toute une dimension aujourd'hui qui est importante dans le message chrétien, Oui. qu'un leader religieux ne parle pas que de la relation entre le croyant et la divinité, mais aussi sur le rapport les uns avec les autres. C'est un message aussi de l'Évangile. Oui, bah, enfin, l'Église a besoin également d'être au cœur des réalités de la société que nous vivons. Et il faut que les actes, les œuvres de l'Église soient visibles. Et c'est ce que fait le pape et toute cette organisation chrétienne catholique. On souhaite avoir un peu plus ça au sein des courants protestants aussi. Il en existe certainement, mais pas autant visible que les actions du pape et de l'Église catholique en général. Lorsqu'on observe aujourd'hui au niveau du travail caritatif et des missions humanitaires, on a le milieu catholique qui possède beaucoup d'ONG à rayonnance internationale. Tout à fait. On a aussi l'islam Mm. qui fait un travail très important. C'est vrai que, en tout cas de tête, je vois pas beaucoup d'organisations protestantes. Il y en a bien sûr toujours à l'échelle locale et c'est à valoriser d'ailleurs et à encourager, mais d'une renommée internationale, voire nationale, c'est vrai qu'il y en a peut-être moins. Oui, il y en a très peu, ou du moins on ne sait pas. Enfin, en tout cas, elles sont pas Moins voilà, visibles et moins elles sont moins médiatisées. visibles voilà que ce que font les catholiques aujourd'hui. Et justement, c'est comment dire, there is a room to progress, comme on le dit en anglais. Donc, il y a besoin de pouvoir travailler ces aspects dans les églises protestantes et ça doit interpeller les responsables de ces églises-là pour dire, ben voilà, enfin, nous sommes dans un siècle où les gens sont opprimés, on a besoin de vous, on a besoin d'actions visibles, donc participer, contribuer et ce ne soit plus des guerres entre chrétiens. On a besoin vraiment que le message de Christ soit porté véritablement à l'échelle sociale et pas que dans la parole. Voilà. Tout à fait. Et on peut se laisser inspirer aujourd'hui par l'Église catholique dans une certaine approche, dans une certaine mesure, selon vous, de la mission.
Tout à fait. À partir du moment où des personnes décident, par fidélité, par obéissance à Jésus-Christ, de euh, se donner eux-mêmes en temps et en argent, en énergie pour d'autres personnes qui en ont le besoin, c'est forcément inspirant. C'est forcément inspirant, c'est le mot de la fin, et on se laisse inspirer par ce qui est fait dans le milieu religieux, partout dans le monde, peu importe les sensibilités, avec un message de l'Évangile qui nous rapproche aussi des autres. On aura l'occasion de suivre attentivement les suites de ce déplacement lorsqu'il aura lieu en avril. Et sur ce, nous finissons donc l'émission du jour. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel est votre avis. Nous sommes 3 sur le plateau, mais nombreux à réfléchir sur ces sujets, et on s'enrichira de pouvoir comprendre votre manière de voir le monde qui nous entoure. On se donne rendez-vous mercredi prochain, comme chaque semaine, pour votre émission Grand Angle. À bientôt. À bientôt.